C'est assez logique. Après le monde, après l'Europe, la France. La France, sa dette, ses déficits, son chômage de masse. La France et tous ses atouts. Optimisme ou déclinisme. Qui est optimiste? Est-ce que vous pouvez lever la main? Vous mettez dans quelle catégorie? Là, je suis sûr que tout le monde va être optimiste, non? Levez pour voir tout de suite. Là. Combien? Un, deux, trois. Pas décliniste non plus. Bon, on va voir ça tout de suite. Comme chaque table ronde, on va commencer avec un regard extérieur. On va commencer avec vous, Stéphane Capferrer. Vous êtes allemand, vous avez été ministre dans votre pays. Et vous êtes aujourd'hui vice-secrétaire général de l'OCDE. Ben, c'est à vous de commencer et peut-être nous dire comment vous voyez la France aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. Tout d'abord, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices pardonnent que mon français n'est pas parfait. Je travaille maintenant depuis 4 mois à Paris et parler français, c'est un peu difficile pour moi. Je dois faire ça aujourd'hui pour la première fois dans une discussion. Dans une organisation qui travaille en anglais, j'imagine. Merci. Non. Oui, je suis optimiste, mais c'est difficile au moment d'être optimiste pour la France. Et si on doit expliquer pourquoi être optimiste, on doit faire un vue sur les problèmes de la France, c'est clair. Et pour moi, ce sont quelques raisons pourquoi nous avons des problèmes en France au moment. Nous avons une absence de croissance économique depuis pratiquement une génération. Mais je ne crois pas que c'est seulement un problème d'une demande insuffisante. Je crois totalement que ça existe des problèmes du côté de l'offre dans la France et on doit faire le défi avec ces problèmes. La deuxième raison, c'est la ratio des dépenses publiques sur produit intérieur brut. C'était élevé en France depuis quelques années, mais si vous comparez la situation en France depuis 2000 et au Canada, par exemple, depuis 2000, en France, ces ratios ont augmenté de 6 points depuis 15 ans. Et au Canada, dans la même période, ces ratios s'est diminué de 10 points. Et c'est-à-dire, c'est un problème pour le futur. La troisième raison, c'est le mi-feu des administrations locales et territoriales. Vous savez, c'est tout seulement un chiffre. 41% des municipalités de l'Union européenne, 41% sont en France. Et c'est vraiment un bref, nous avons un problème. La quatrième raison, c'était discuté dans les 2 sessions dernières, c'est la perte des parts des marchés à l'exportation. Je crois que c'est souvent la raison que les produits français sont trop chers. Et une autre raison, une autre cause, c'est que le PME de la France ne se pas engagé suffisamment dans la mondialisation. Et la dernière raison, c'est le marché de l'emploi. Il est trop rigide, c'est clair. Par exemple, en Espagne, nous avons vu une croissance de 1,4% l'année dernière. Et avec cette croissance, en Espagne, on a créé plus de 200 000 emplois. Et en France, nous avons vu une croissance de 0,4%, mais seulement créé moins de 10 000 emplois. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un manque de croissance, ce sont aussi des rigidités du marché du travail. Heureusement que vous avez dit que vous étiez optimiste. Hein.
On accélère sur le tour de table. Alors, Michel Rousseau, président de la Fondation Concorde, vous partagez le tableau qui vient d'être dressé, c'est-à-dire... Oui, oui, je partage la quasi-totalité du diagnostic effectué par notre ami. Et vous étiez aussi dans le camp des optimistes. Je suis dans le camp des optimistes, mais des optimistes et résolument. Je pense que la France est dans une situation conjoncturelle actuellement défavorable. Les vents sont contraires. Il y a beaucoup de points que nous pouvons améliorer, ce qui me rend d'ailleurs très optimiste. Alors, nos difficultés, évidemment, dans l'ensemble, sont liées à, pour nous, la Fondation Concorde, c'est la dégradation, disons, du système productif français qui est à l'origine de l'ensemble de nos déboires. C'est une catastrophe comme la France n'a jamais connue. C'est-à-dire que nous avons, si vous voulez, régressé. Notre système productif n'est plus maintenant que classé entre la Grèce et Chypre en termes de relatifs, c'est-à-dire par rapport à la valeur de notre système productif, enfin de notre industrie, par rapport au PIB total. C'est catastrophique. Ça ne ressemble pas du tout à la position de la France, ni à la position historique de la France. C'est quand même gravissime. Alors nous avons réduit ainsi, si vous voulez, automatiquement, si je puis dire mécaniquement, il y a eu une réduction de la sphère privée. Et malheureusement, pendant ce temps-là, c'est la sphère publique qui s'est développée. Donc le modèle est déséquilibré. Le modèle est déséquilibré et c'est très, très dommageable pour l'avenir parce que nos entreprises sont soumises à une taxation très importante et je crois que dans notre pays, si vous voulez, il faudra remédier rapidement à ces pesanteurs qui empêchent nos entreprises de se développer. Il est évident que le système productif entraîne les autres activités et féconde les territoires, maintient l'emploi et bien entendu aussi contribue fortement à l'équilibre de la balance commerciale. Or, on en est loin actuellement. Sans système productif, nous perdons chaque année, si vous voulez, énormément de points, énormément de richesses. Le déficit de la balance commerciale, c'est environ 10 points. 10 points tous les 5 ans de perdus, de PIB, de richesse. C'est évidemment des transferts qui manquent à l'économie française. C'est une richesse captée par la sphère publique. Bah écoutez, pour l'instant, fort heureusement, c'est capté pour l'essentiel par la sphère publique. Mais il y a des transferts qui se font à l'intérieur du pays. Et évidemment, il faut financer ça. Alors on finance ça par la dette, on finance ça par les impôts. Mais évidemment, le résultat est catastrophique. Alors, la surimposition aussi du capital joue un rôle. Tout à l'heure, ça a été abordé parmi les différents experts. L'investissement est désormais essentiel dans l'économie moderne. Si nous n'avons pas les moyens de saisir les opportunités de croissance pour la nouvelle économie, c'est absolument catastrophique. Il faut du capital. Il faut du capital, et pour avoir du capital, il faut aussi des capitalistes. Or, la surimposition actuelle du capital par rapport à l'Allemagne en particulier est absolument catastrophique. Sans capital, sans capitaux, nous n'allons pas pouvoir prendre le train de l'économie nouvelle, de la troisième révolution industrielle, de toutes les opportunités qui sont autour de nous actuellement. Par ailleurs, si nous n'avons pas de système productif, nous n'avons pas non plus de recherche. Et nous ne pouvons pas offrir à nos ingénieurs... La France est un pays d'ingénieurs, est un pays de chercheurs. Mais l'effondrement du système productif et de l'industrie, si vous voulez, est catastrophique pour tous ces jeunes qui sortent des grandes écoles, tous ces scientifiques qui maintenant vont aller transporter leurs compétences à l'étranger. Donc tout cela m'inquiète. Et je dirais que pour reprendre une réflexion de notre ami allemand, il dit les PME ne sont pas assez présentes à l'exportation. Eh bien écoutez, pour une raison simple, c'est que les PMI n'existent plus dans ce pays. Pendant 20 ans, moi j'ai observé le territoire et les petites industries à la tête d'un cours de Dauphine. Je peux vous dire que
il y a eu une dégradation, une disparition incroyable de tout ce secteur industriel qui faisait la richesse de nos territoires. Et je crois que nous supportons actuellement les conséquences d'une négligence pendant 30 ans de nos dirigeants qui n'ont pas su résister à ces tendances globales et importantes qui entraînaient notre économie vers, disons, la pauvreté. Voilà. En gros, si vous voulez, je dirais que ça, c'est l'essentiel de notre diagnostic. Je pense que donc on peut y remédier assez rapidement par des décisions courageuses. Je dirais la deuxième chose, c'est aussi le constat de l'effondrement de nos compétences. En général, l'échec de l'éducation et l'échec de la formation professionnelle qui fait que nous ne sommes plus adaptés, si vous voulez, aux technologies modernes, au développement d'une économie numérique. Il est très difficile de... Vous savez qu'il y a environ 35% des gens qui quittent l'enseignement et qui ne savent pas, qui ont des difficultés avec la lecture. C'est absolument impossible d'avoir une économie moderne avec des gens qu'on ne peut pas insérer dans l'économie développée. Voilà. Merci Michel Rousseau. Fondation Concorde. Frédéric Montlouis-Félicité, délégué général de l'Institut de l'entreprise. Est-ce que vous partagez finalement le diagnostic assez sombre qu'on a entendu à l'instant ? Sombre, mais en fait optimiste, parce qu'on peut changer les choses très rapidement. On va y venir aux solutions. Alors je pensais effectivement que les deux premiers intervenants étaient optimistes. Je me classe dans le camp des réalistes, modestement. Mais je voulais simplement vous dire que oui, je partage en grande partie ces analyses. Le diagnostic sur la croissance est bien documenté, hein, et notamment sur la perte de compétitivité, sur le déclin de compétitivité du système productif français, qui n'est pas récent, ça n'est pas simplement conjoncturel, ça n'est pas un effet de la crise. Depuis 30 ans, la France perd des parts de marché à l'international. Hein. Les parts de marché de la France ont été divisées par 2 depuis 1990. Donc on est vraiment en déclin en absolu et en relatif. Et on est dans une sorte de crise sans fin. Et tout ça est assez bien documenté. Finalement, on est dans un pays où le chômage reste stable, même quand la croissance repart. On est dans un pays où les coûts salariaux continuent à croître, même en situation de fort chômage. Et on est dans un pays qui perd des parts de marché, même quand la demande mondiale adressée à la France augmente. Donc finalement, on est dans une situation relativement paradoxale où on n'arrive pas à faire de la croissance, mais même quand on a de la croissance, on n'arrive pas à faire de l'emploi, comme le disait très justement Stéphane Kapferer, parce que nous avons des vrais blocages structurels qui existent notamment en termes de formation, en termes de marché du travail. Alors, je voudrais simplement insister sur 2 points. Le premier qui est que finalement, on parle de dépenses publiques. Il est intéressant de voir d'où viennent ces dépenses publiques et ce qu'elles financent. Et il y a un chiffre qui est connu, hein, c'est 33% de ces dépenses publiques sont consacrées à la sphère sociale, à la protection sociale au sens large, donc santé, retraite, famille, etc. 57% du PIB, effectivement, c'est beaucoup trop lourd pour les dépenses sociales en général, pour les dépenses publiques en général, puisque 57%, c'est l'image du jockey obèse sur un pur sang qui n'arrive pas à faire la course parce que, effectivement, les dépenses publiques pèsent sur le système productif. Dans ces dépenses publiques, un tiers est consacré au système social. Il y a une question évidente de périmètre de ces dépenses sociales. Est-ce que ces dépenses sont bien dirigées vers les bonnes personnes et les bons besoins, et une question de poids absolu en plus de l'efficience. Donc là, il y a une question à se poser. Et quand on regarde les résultats de ces dépenses sociales, la France est 1% de la population mondiale, à peu près 3% du PIB mondial et 15% des dépenses sociales. On devrait être un paradis sur Terre, on devrait être le pays où on vit le mieux. Pourtant
collectivement en France, on sait très bien qu'il y a un fort taux d'inégalité sociale, la mobilité sociale est bloquée et on a un système éducatif déficient. Donc un gros problème Donc sur les dépenses publiques, sur le social. Propre question, trop de dépenses ou mal... Trop de dépenses et mal orientées, les deux. D'accord. Les deux. Voilà. Je m'en doutais, mais voilà. Le deuxième point de diagnostic que je voulais faire, c'est remonter peut-être aux causes premières. On a, et là on sort simplement des questions économiques, on a un système politico-administratif qui est en large partie responsable de cette situation. Alors je dis responsable au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire qui porte vraiment la responsabilité des résultats d'un certain nombre de choix qui ont fait ou n'ont pas été faits depuis 30 ans. On a un système électoral qui est produit des parlementaires et des hommes politiques qui sont largement déconnectés de la vie courante. Je ne dis pas que pour être un bon ministre ou un bon parlementaire, il faut venir de l'entreprise, mais il faut peut-être avoir des notions économiques un peu plus élaborées que celles qu'ont nos parlementaires actuellement. Et puis un système administratif qui voit de plus en plus partir hors de la sphère de l'État des énarques qui ont été formés pour servir l'État et qui ne trouvent plus forcément dans le service public la voie de leur développement. Donc un système politico-administratif qui génère en lui-même de l'inefficacité, et il nous faut sans doute nous interroger sur la responsabilité collective de ce système qui a produit finalement un pays qui se distingue dans la zone euro par sa faible croissance, même quand les autres repartent. Voilà. Le point sur lequel je veux en venir, c'est que à la fin, on arrive à quelle situation ? On arrive à une paupérisation de la population française. En 1980, le PIB par habitant de la France et de la Suède était le même. Donc on avait le même niveau de richesse par habitant. Aujourd'hui, le PIB par habitant de la Suède est 10 points supérieur à celui de la France. Donc, que s'est-il passé en 30 ans ? Un pays qui s'est réformé de façon assez radicale et un autre pays qui est resté assez immobile, même si évidemment on a fait quelques réformes paramétriques, mais relativement immobile. Le total, et je termine par là, le total aujourd'hui, c'est qu'en 25 ans, la richesse, le PIB par habitant a diminué pour les Français de 6 points. Donc on se paupérise. Évidemment, c'est mécanique, la population augmente, mais la croissance n'est pas là pour absorber cette croissance de la population. Merci. On va aborder les solutions. Hein. Il va falloir évidemment les aborder. Jean-Marc Janaillac, vous êtes le patron de Transdev. Vous êtes un praticien finalement. Vous ressentez les choses de la même façon ? Alors bon, je ne vais pas parler en tant qu'économiste, que je ne suis pas, mais en tant que responsable d'entreprise. Alors à la fois, on est une entreprise qui a pratiquement les 2/3 de son activité à l'international, et on croit fortement à l'international. Ça veut dire qu'on a des savoir-faire qui s'exportent dans à peu près toutes les régions du monde, et on n'est pas les seuls. Il faut savoir par exemple que sur les 5 grands opérateurs de transport public à l'international, il y a 3 Français. Donc ça veut dire que la France a des atouts, des savoir-faire qui peuvent s'exporter. Ceci étant, je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu, parce que on voit que nous, ce qu'on exporte, c'est des savoir-faire d'ingénieurs, de gens de marketing, etc. Et qu'on n'a pas, dans les pays étrangers, à subir un certain nombre de contraintes qu'on a en France, qui sont effectivement des coûts qui sont objectivement supérieurs, qui sont une organisation administrative qui est... Alors, il y a effectivement beaucoup de collectivités, mais ce qui est plus gênant, c'est que, par exemple, dans les transports, les communes sont compétentes, les agglomérations sont compétentes, les départements sont compétents et les régions sont compétentes. Donc ça veut dire un empilement de compétences qui rendent les choses compliquées. Ailleurs, il n'y a pas cette complexité. Ailleurs, c'est soit plus simple, aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, pays où on est, je ne parle pas de l'Australie. En Australie, vous avez la région qui est compétente pour les transports, et c'est eux qui gèrent les transports, et les autres collectivités, on n'a aucun rapport avec l'État fédéral et les communes, effectivement, n'ont pas les mêmes responsabilités. Donc c'est plus simple. Ensuite, on a des règles
dans tous les domaines qui sont en France beaucoup plus contraignantes qu'ailleurs. Et je voudrais sortir du débat économique parce que je pense que tout ça est marqué chez nous par une forme de défiance. Je veux dire, on est un pays qui n'a pas confiance en lui et où les différents acteurs n'ont pas confiance en eux. Et donc, on a bâti des systèmes de règles qui sont sans doute, par exemple, si vous prenez le dialogue social, on a plus de règles que dans des pays voisins, mais dans les pays voisins, je parle à l'Allemagne ou les Pays-Bas, il y a un dialogue social qui est beaucoup plus riche et fécond qu'en France parce que on discute de choses réelles sur la vie de l'entreprise, alors qu'en France, il y a une espèce de jeu où chacun ne fait pas confiance en l'autre. Et je ne dis pas que ce soit les syndicats qui soient responsables, je dis qu'il y a le système qui a créé cette espèce de dialogue qui est simplement théorique et qui empêche de véritablement avancer. Alors la raison pour laquelle je suis optimiste malgré tout, c'est que je pense que effectivement, s'il y a des réformes qui sont entreprises et sur l'organisation territoriale, bon, actuellement, il y a une réforme qui est en cours. On en pense qu'on en veut. Moi, je crois que le grand mérite, c'est que pour la première fois, on est en train de concevoir une organisation territoriale qui ne soit pas exactement la même. Le fait qu'à Lyon, il n'y ait plus de département, que ce soit la métropole qui existe, fait que si on arrive à avoir un système qui, dans le Massif central, on a une organisation territoriale qui ne soit pas la même que celle dans la région Île-de-France, qu'on supprime demain le département de la Seine, ce qui est une absurdité, je veux dire, c'est un énorme progrès. C'est-à-dire que si on arrive à avoir un système qui corresponde à la réalité, aux besoins du terrain, et pas un schéma théorique, on aura fait beaucoup de réformes. Et puis par ailleurs, je pense que globalement, l'État, il faut un État fort, et pas un État qui fasse trop de choses, et je trouve qu'en France, l'État est trop présent sur un certain nombre d'éléments. Il y a eu la décentralisation, mais on a gardé des administrations centrales. Donc je pense qu'avec un certain nombre de réformes de structure, étant donné la capacité qu'ont un certain nombre les ingénieurs, la créativité, je ne suis pas d'accord sur les services numériques, ce que vous avez dit. Je pense que la France, en ce domaine, si je prends les transports, Blablacar est un leader mondial dans le covoiturage. Je pense qu'il y a c'est un des domaines, d'ailleurs, et nous, on va prendre l'initiative dans ce domaine-là, où la France, par son éducation, le problème de l'éducation en France, je pense que c'est une excellente éducation pour un petit nombre de personnes, et que le problème, c'est l'éducation pour tous. Mais je pense que là aussi, dans ce domaine-là, la France a des atouts, mais de toute façon, il y aura des réformes structurelles importantes à faire pour exploiter au mieux ces atouts qui sont réels. Merci Jean-Marc Janaillac. Benjamin Coriat, vous êtes professeur à Paris 13, membre du collectif Les économistes atterrés. On a entendu beaucoup trop d'État, État trop présent. Oui. Alors notre ami Jean Hervé, à qui je rends hommage pour avoir mené cette opération, souhaitait des débats. Là, il va en avoir, parce que, comme vous vous en doutez, je suis en désaccord assez profond sur le diagnostic. Alors, on peut toujours se lancer des chiffres. On peut toujours dire la dépense publique de 57%, etc., mais sauf que la dépense sociale, sauf que c'est de l'argent qui est immédiatement rendu, par exemple pour la santé, aux médecins et à l'industrie pharmaceutique. Bon, donc de quoi se plaint-on ? Pareil pour les assurances sociales, pour ce qui concerne... C'est de l'argent qui est immédiatement rendu pour faciliter la demande. Donc voilà un chiffre, par exemple. Je pourrais en donner un autre, qui a été publié hier. Les entreprises du CAC 40 viennent de distribuer 56 milliards d'euros de dividendes, en hausse de plus 30%. Et si vous regardez l'investissement aujourd'hui en France, il est nul ou négatif. Alors on peut parler des chiffres, vous voyez bien qu'on peut parler des chiffres. Je vais en donner d'autres tout à l'heure. Donc moi, je vais essayer de donner une analyse. Je vais pas essayer de lancer des chiffres, machin, bon, etc. J'en ai, on pourra en discuter si vous le souhaitez. L'analyse, c'est quoi ? Premier point, la France va mal. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Qu'il s'agisse de son commerce extérieur, qu'il s'agisse de sa croissance, qu'il s'agisse de son investissement, et surtout
qu'il s'agisse de son emploi, de son chômage et de sa pauvreté. La France va mal. Bon, le point est absolument essentiel et nous devons tous l'avoir en tête. Alors pourquoi la France va-t-elle mal? Moi, je vais vous donner ce qui est des éléments d'analyse, ce qui est nos éléments d'analyse. Elle va mal principalement pour deux raisons. La première, elle est verrouillée de deux côtés. Elle est verrouillée d'une part par le traité budgétaire européen de 2010. De 2012. Ce traité a prétendu faire revenir les équilibres en Europe en 3 ans. Ce traité était une folie. Alors je suis très content d'entendre que de tous côtés, aujourd'hui, on dit que le traité budgétaire était une erreur. Je ne peux m'empêcher de dire que nous, économistes atterrés, avons publié immédiatement, avant la signature du traité, un ouvrage qui s'intitulait « L'Europe maltraitée » pour dire qu'on allait droit dans le mur. Donc bienvenue aux derniers arrivés. Non, il faut le dire quand même, il faut le dire, bien. Donc bienvenue aux derniers arrivés. Alors pourquoi ce traité verrouille? Parce qu'à partir du moment où on ne peut plus rien faire du point de vue de la relance, etc., et probablement c'était ça qui était recherché, qu'est-ce qui reste? L'ajustement par le travail. Hein, c'est devenu l'étalon travail, puisque désormais l'euro est fixe avec tous les inconvénients qu'on a dit, il n'y a plus qu'à ajuster par le travail. Alors vous dites l'Espagne a cru d'un point et demi. Ah, c'est formidable. Après avoir décru de 25%, ils ont cru d'1,5 point. Bravo, c'est ça qu'on veut? Bon, j'espère que non. Bien. Donc, on est verrouillé d'une part de ce côté-là et on demande au travail de s'ajuster. De ce point de vue, les banques centrales indépendantes ont bien fait leur boulot, si je peux dire. De ce point de vue seulement. Parce que, en même temps qu'elles ont garanti la stabilité budgétaire, elles ont totalement laissé venir les bulles financières. On parle aujourd'hui beaucoup de la dette. Savez-vous, en tout cas, je le répète, savez-vous qu'en 2007, pas un des pays de la zone euro, la Grèce exceptée, n'était sous procédure pour déficit excessif. Ça veut dire que tous les pays de la zone euro, la Grèce exceptée, tournaient autour de 60% de déficit. Ce sont les banquiers, c'est la déréglementation financière, ce sont ces frasques qui ont conduit au niveau d'endettement d'aujourd'hui. Et on veut faire payer le travail. Bien. Donc, nous sommes verrouillés par le traité budgétaire. Nous sommes ensuite verrouillés par la forme actuelle de globalisation. Dominique Plion en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez faire lorsqu'il y a possibilité pour un investisseur institutionnel, et on sait leur poids, merci la déréglementation financière, lorsque les investisseurs institutionnels peuvent dire « moi je veux 15%, sinon je vais à Taïwan, sinon je vais au Pérou, sinon je vais en Guinée, sinon je vais à Madagascar. Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Donc on est verrouillé de ce côté-là. Et incontestablement, il faudra bouger, rendre moins mobile le capital, moins libre d'exercer les chantages qu'il exerce. Alors maintenant, dernier point d'analyse, parce que ce point, je crois, est important. Pourquoi la France souffre-t-elle autant? Parce que c'est vrai que la France souffre beaucoup. Heureusement, moins que la Grèce, moins que le Portugal, moins que l'Espagne. Mais visiblement, j'entends dire que certains sont optimistes parce qu'ils pensent qu'il y a des marges du côté du travail. Bien. Pourquoi la France souffre-t-elle? Je vais dire pourquoi la France souffre. Je vais dire, en tout cas, quelle est ma conviction. C'est que si vous regardez l'histoire de France, bien, le modèle français a toujours été un modèle dans lequel l'État a ouvert la voie aux entreprises en ce qui concerne tant le marché interne que le marché extérieur. C'était l'époque des grands projets, etc., qui ont tiré la France. Et si vous regardez les groupes qui sont aujourd'hui compétitifs, vous verrez que beaucoup ont été fabriqués de la main visible de l'État, la plupart d'entre eux. Bien. Pourquoi la France a souffert? Parce que ce modèle n'est pas reproductible et que ce modèle a été cassé et que la France est privée de son ressort historique. À la place, qu'est-ce qu'on a? On a ces merveilles du CAC 40 qui investissent dans le monde entier, sauf en France, et qui distribue 56 milliards d'euros par an. Enfin, cette année, c'est un peu un record. On est revenu en 2007, tout va bien pour elle. Voilà. Donc, j'en ai fini. Les conclusions que j'en tire, c'est qu'on ne peut pas refaire les grands projets. Hein. Je ne suis pas du tout en train de rêver, mais je dis que observons que la décadence française correspond très
très exactement au moment des grandes privatisations et au moment où, contrairement à ce qui a été dit, l'État n'a plus aucun moyen d'intervenir sur rien. L'État, il regarde passer les trains. Je vous donne 2 exemples très récents. L'affaire Bouygues Numéricable SFR. Je ne dis pas que c'était l'État qui devait décider, mais je dis que l'État, compte tenu du fait qu'il y avait par derrière la question de l'équipement en fibre optique et en nouvelles technologies de la France, il avait un mot à dire. Mais il n'a pas pu le dire, ce mot, parce qu'il n'avait aucun moyen d'intervention. Ensuite, quand on a vendu Alstom à General Electric, on a fait semblant de s'agiter, etc. Et à la fin de l'agitation, j'ai terminé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les actionnaires se partager les 8 milliards d'euros de la vente, au moment où, bien évidemment, une entreprise de l'énergie doit investir. Alors la France va mal, je ne suis pas surpris. Merci. Là, on a entendu pas assez d'État. On termine le tour de table, et en plus, je vous demanderai à chacun une réforme essentielle à faire très vite. On finit le tour de table avec vous, Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne. Votre diagnostic de la situation française. Bonsoir. Jean-Hervé, j'étais jamais venu à un événement du Cercle des économistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vivant. Le happening au début et la richesse des débats ensuite. Donc merci, et merci, je dis, j'imagine, pour nous tous, à Clara et Pierre-Xavier, qui ont mené ça de main de maître et qui ont rendu ça possible ces derniers mois. Alors, moi, je ne sais pas s'il faut plus ou moins d'État. J'ai plutôt tendance spontanément à vous dire qu'il en faudrait moins, mais j'aime pas les explications ni monocausales ni trop simples. Moi, je suis surtout venu ce soir devant vous pour plaider pour un peu mieux d'État. Et je vais même commencer par un paradoxe. Moi, à la limite, je ne suis pas très content qu'il y ait 57 points de PIB de dépenses publiques, parce que je trouve que ce n'est pas très efficace, mais si j'avais le sentiment que cette allocation de ressources se faisait dans des conditions où à la fois il y avait plus d'équité, où à la fois il y avait un peu plus de confiance, où à la fois il y avait un peu plus de progrès, où à la fois il y avait une société un peu moins traumatisée, je dirais banco, je signe. Après tout, comme taxpayer, je pourrais m'en contenter. Le problème, c'est que c'est un peu le contraire. C'est qu'à la fois, on est dans un régime de double peine où il y a beaucoup de dépenses publiques, ça coûte très cher et c'est pas soutenable. Et en même temps, il faut bien quand même admettre que sur un certain nombre de politiques publiques, on a perdu la main. Vous rappeliez tout à l'heure, on est un grand pays de management public, mais on a perdu la main, et c'est pas l'Europe qui nous a fait perdre la main. C'est nous. C'est nous, c'est nos égoïsmes, c'est nos corporatismes, c'est une économie politique dévoyée, qui a accepté, au fond, qu'on laisse dériver un certain nombre de systèmes publics sans contrôle, sans transparence, sans évaluation. Et on a beaucoup parlé d'institutions, moi j'aimerais parler d'incitation. Il faudra retrouver le chemin des incitations pour qu'effectivement, demain, un certain nombre de systèmes publics puissent reconstruire un minimum de confiance, un minimum de justice sociale et de croissance de long terme. J'aimerais parler d'un ce soir, parce que ce qui me frappe, moi, en tant que directeur de think tank, c'est qu'au final, il y a une capacité française des politiques à parler énormément de ce que les Britanniques appelleraient, au fond, les politics, et puis une incapacité à ouvrir la porte des policies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on décide effectivement de s'attaquer au problème. Et j'aimerais vous parler de ce qui me paraît être, moi, un des traumatismes de cette société française, c'est cet échec double de la formation, de la qualification en France. Et elle se caractérise, on en a parlé déjà dans 2 de vos interventions, par des caractéristiques qui me paraissent extraordinairement préoccupantes du point de vue de notre croissance de long terme. Premièrement, c'est la précocité dans notre pays des destins scolaires. On sait dire très très jeune, et de plus en plus jeune, ce que va devenir un gamin. Deuxièmement, c'est qu'on a aujourd'hui, si je suis PISA, le système de l'OCDE qui est devenu le plus inéquitable. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, c'est celui où la trajectoire scolaire d'un gamin est le mieux expliquée à 15 ans par l'origine sociale de ses parents. C'est un peu le contraire de ce qu'on a au fronton de nos écoles. Troisième point de constatation, c'est qu'on est l'un des pays où la dégradation, depuis que PISA existe, c'est-à-dire le seuil de la décennie 2000, la dégradation la plus forte. Une des dégradations la plus forte est sur à peu près toutes les compétences enregistrées et monitorées. Quatrième point qui me laisse un peu pantois, c'est qu'ayant fait ce diagnostic, on a une double difficulté qui me paraît relever pour le coup du luxe ou de la folie, un mauvais système d'apprentissage. Je vous rappelle qu'en France, on fait très 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 bien de l'apprentissage pour les mieux qualifiés, c'est-à-dire qu'au fond, c'est de la redistribution en l'envers.
on donne plus à ceux qui ont déjà eu le plus. C'est un système aussi où il faut noter que les entrées en apprentissage pour les moins qualifiés reculent depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on nous parle sans cesse de chômage des jeunes les moins qualifiés, et on voit que notre apprentissage pour les moins qualifiés est en recul net considérable, hein, c'est à 2 chiffres. À 2 chiffres, depuis 2 ans. Dernier point, système de formation professionnelle, 3 lois en 10 ans. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais quand on me dit qu'on légifère 3 fois en 10 ans, moi je m'attends à voir un truc formidable à la fin. Je me dis, bon, ça y est, à la 3e loi, on a enfin... Non, rien. C'est une réforme qui n'est pas financée, un marché qui n'est pas consolidé, et objectivement de l'intermédiation par de mauvais intermédiaires. Pardon de le dire aussi directement que je ne pense. Et le tout matiné d'une assez sordide indifférence. Je veux dire par là qu'on s'est quand même tous accoutumés à voir le taux de chômage des jeunes être 2 fois celui de la moyenne de la population active, et en ce moment cheminer vers 2,5, puis peut-être un jour 3. Et moi, ce qui me frappe, c'est que toute la journée, je travaille sur ces questions. J'ai rencontré des avocats pour tout dans ce pays. Pour l'énergie, pour la finance, contre l'énergie, la propre, la sale. Je n'ai encore jamais rencontré d'avocat des enfants pauvres. Alors, si vous en croisez un, si vous trouvez quelqu'un qui se sont investis à un moment ou à un autre d'expliquer qu'il faut réparer cette politique publique-là parce qu'elle a des effets de moyen long terme qui sont catastrophiques, elle a des effets de cohésion sociale catastrophiques, de croissance économique catastrophique, venez me le présenter. N'hésitez pas, si vous avez des vocations dans la salle, venez, parce qu'objectivement, on a collectivement du pain sur la planche vis-à-vis, à mon avis, de ce qui est aujourd'hui un des problèmes qui, de temps en temps, quand on regarde... On a parlé de formation des salaires tout à l'heure. Quand on regarde la structuration du marché du travail en France, est très inquiétant. Je vais risquer, devant des économistes, ce que je ne suis pas, hein, donc moi je parle un peu en imposteur ce soir, je vais risquer une réflexion que je vous livre. Moi je pense même que si la croissance repartait demain, ça aurait très faiblement un impact sur le marché du travail. Parce qu'au final, on est plutôt en pénurie de gens très qualifiés. Et cela, objectivement, au-delà d'un SMIC et demi, on est au chômage frictionnel. Et on ne sait absolument pas mettre sur le marché du travail ni le stock, ni le flux de gens qui sortent à 16 ans, soit très faiblement diplômés, soit pas diplômés de notre système. Tout simplement parce que, objectivement, il faut le dire, hein, il faut appeler un chat, il y a une trappe à chômage, ça s'appelle le SMIC, et il faut reconnaître aujourd'hui que le niveau de formation du salaire minimum en France est de loin très supérieur, tout simplement à la productivité horaire des gens qu'on sort. Donc, ensuite, on peut s'affronter à coup de théologie. Il faut quand même dire qu'on ne peut pas à la fois avoir un marché du travail dont le point d'entrée est si rigide et un système qui, chaque année, laisse en gros 20% des gamins sur le carreau, avec aujourd'hui, si j'en crois les publications du CAE, une sorte d'iceberg flottant dans l'Atlantique de 2 millions de jeunes en France qui sont hors radar. Et je pense que c'est aussi à eux qu'il faut penser quand on pense aux politiques publiques. Merci beaucoup. On va essayer d'avoir quelques questions. Donc très vite, on fait un petit tour de table. On commence par vous, Frédéric, pour lui féliciter. Une réforme à mener tout de suite. Merci. Oui, une réforme. Non, mais je voudrais justement insister sur ce que vient de dire Laurent. On s'intéresse assez peu aussi à ce qui se passe après les tests PISA, c'est-à-dire il y a des tests que fait l'OCDE qui s'appellent les tests PIAC sur ce qu'on appelle la numératie, la littératie chez les adultes. Et on s'aperçoit que là encore, les résultats baissent et que de moins en moins d'adultes savent lire, comprendre un texte, écrire et puis faire des calculs simples. Et donc on est largement en dessous de la moyenne de l'OCDE sur ces tests pour les adultes. Donc le capital humain se dégrade et ça me paraît être l'essentiel si je dois sortir une réforme importante pour sortir de cette... Moi, c'est ce que j'appelle la préférence française pour l'immobilité. Finalement, on s'accommode assez bien de cet état. On compense par des transferts sociaux importants et on compense ex post au lieu de traiter les problèmes à la source. Et la source, c'est évidemment l'éducation. Donc je pense que sur l'éducation, il y a une révolution de l'autonomie à faire. Alors ça passe de plusieurs façons. On peut regarder au niveau des initiatives, et je ne suis pas d'accord avec Laurent, il y a un foisonnement, il y a beaucoup de gens qui font des choses dans les quartiers. Il y a Espérance Banlieue qui crée des écoles, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça. Regardez ce que fait Xavier Niel avec l'école 42. Il va former pendant 3 ans des développeurs. Il leur promet quoi? Pas un diplôme à la fin,
il va les sélectionner de façon extrêmement drastique. Ils bossent 450 heures en un mois, donc ils ne sont pas aux 35 heures, pour être sélectionnés. Quand même un détail important, il a eu sur son recrutement 70 000 candidats. 70 000 candidats, à la fin, 1000 sont retenus. 70 000, c'est à peu près le nombre de candidats sur les concours de l'éducation nationale pour le primaire. Donc je pense que là, sur l'éducation, il y a une réflexion à porter sur la façon dont on crée de la compétence sans forcément chercher des diplômes, et la façon dont on donne de l'autonomie aux établissements, de l'autonomie pédagogique. Un certain nombre d'expériences sont menées en Grande-Bretagne avec les écoles, les free schools, avec une autonomie complète et des résultats qui sont là. Pardon d'accélérer, il nous reste 5 minutes. Stéphane Capfer, une réforme pour les Français. Une réforme est accepter la mondialisation. Benjamin Correa a dit que la France souffre moins que l'Espagne ou la Portugal. Je me rappelle, quelques années d'avant, on a dit que la France est forte comme l'Allemagne. Maintenant, on dit que la France souffre moins que l'Espagne et le Portugal. Et qu'est-ce qu'on va dire dans quelques années ? Sans réforme. C'est-à-dire accepter la mondialisation. On parle souvent de l'Allemagne qui on parle de la compétitivité en France. Si on parle de la compétitivité en Allemagne, on parle de Chine ou de l'Inde ou du Brésil. C'est-à-dire accepter la mondialisation, c'est très nécessaire pour réformer le pays. Merci Laurent Vigord. Une réforme. Moi, c'est ça de l'enseignement primaire. On est objectivement dans un moment où l'éducation est en train de vivre ce que la médecine a vécu dans les années 50. Il y a des standards internationaux qui émergent, il y a énormément de savoir. Moi, je suis contre le foisonnement, je vais le dire très, très nettement, je suis contre le foisonnement ou cette idée de bon sens que c'est le foisonnement d'initiatives qui fera qu'on en sortira. L'éducation, ce n'est pas un art, c'est une science. Elle mérite d'être évaluée, elle mérite d'être randomisée. On a beaucoup parlé, et je lui rends hommage au seuil de cette soirée ce soir, d'Esther Duflo. Objectivement, j'ai plutôt envie demain que mes enfants soient dans un système éducatif qui prête la même attention à la science que la médecine aujourd'hui à notre santé, que dans un système qu'on laisse à des apprentis sorciers ou à des gens qu'on ne forme pas parce qu'on a renoncé à une certaine théorie du capital humain. Michel Rousseau. Alors, accepter la mondialisation, c'est une priorité, et rendre notre système productif plus compétitif. Par exemple, supprimer les taxes sur la production. Par exemple, réduire l'impôt sur le capital. Et puis surtout, stimuler tous les jeunes entrepreneurs et tous les entrepreneurs de France. Benjamin Corriat. Une réforme. Oui, une réforme. Très vite, qu'il soit bien clair quand même que moi je suis pour l'Europe, pour l'euro, que je suis pour la mondialisation, mais pour la faire exister, il faut la réguler. Voilà. Alors, la réforme, pour moi, c'est très simple. Il y a une urgence absolue, c'est une réforme de la fiscalité. Nous sommes dans un maquis qui n'a aucun sens, aucun sens. Il faut taxer moins le travail, ça me paraît tout à fait évident. Il faut introduire des éléments de taxe verte sur le carbone. Il faut introduire la progressivité de l'impôt, parce que tous ces gens qui sont pour l'égalité, c'est parfait. Donc ça commence par la progressivité de l'impôt. Pour s'occuper des enfants pauvres qui sont en perdition, il faut de la progressivité de l'impôt. Et puis dans cette maison, et aujourd'hui, vous comprendrez aussi que je pense qu'une réforme de la fiscalité, ça passe par la fin des paradis fiscaux, la fin de l'évasion fiscale, et vous verrez qu'à ce moment-là, on aura des tas d'instruments entre les mains pour faire des tas de choses. Merci. Jean-Marc Janaillac. Pour moi, c'est pas une réforme, vous l'avez dit, c'est pas une réforme sur le droit social, etc. Le cœur, c'est une réforme de l'État, avec en particulier sur l'éducation, là, j'adhère totalement à ce qui a été dit sur l'éducation, et une vraie réforme territoriale pour simplifier et donner plus d'air à l'ensemble des collectivités territoriales plus fortes. Merci. Est-ce qu'il y a une question, une seule, la question qui tue, là, pour finir? Moi, je profite de cet endroit pour dire que j'aimerais beaucoup que la presse parle mieux et plus souvent de l'économie et de l'entreprise. Ah bah voilà, ça peut... On terminera là-dessus. Jean-Hervé Lorenzi pour le dernier mot de la soirée. Non, je dis juste qu'on a tous été formidables. Alors, je cite d'abord tous les intervenants, parce qu'il fallait quand même, pardon l'expression, mais il fallait quand même supporter les barbes, là, les trucs. Deux, vous tous êtes restés aussi longtemps. Évidemment, et vous allez comprendre pourquoi je le dis, les sponsors.
Et j'en profite pour remercier Transdev, que je n'avais pas encore remercié. 4, peut-être Pierre-Xavier et Clara, parce qu'ils ont organisé ça de manière formidable. Pas vraiment. Et 5e sujet, alors, Le Monde, qui a vraiment été exceptionnel, y compris dans la gestion des événements que nous avons vécus dans les dernières heures. Et France Inter, qui, mais je crois, voulait vraiment nous faire un truc formidable demain, mais je crois qu'ils sont en grève, donc ils ne peuvent pas le faire. Bon, et puis, tout ça, voilà. Vous allez le faire. Et puis tout ça pour dire qu'on se retrouve dans 6 mois, parce que on a tous les think tanks ont réfléchi entre eux, et ils se sont dit qu'il fallait qu'on reprenne l'angle dans 6 mois, parce qu'on aura progressé, et des propositions claires, nettes et précises, ce sera formidable et ce sera sponsorisé. Un grand merci à vous tous.